Nouvelle rencontre ici à Santexpo sur FHP Direct, sur notre plateau télé FHP Direct. Et une nouvelle rencontre avec le professeur Didier Samuel. Vous êtes le président de la conférence des doyens de médecine. Vous êtes également doyen de Paris-Saclay. Vous êtes professeur de médecine, vous êtes un hépatologue, c'est cela? C'est bien ça, oui. Didier Samuel, nous vous interrogeons ici dans la cathédrale de l'hôpital. On va essayer de centrer notre réflexion, notre entretien sur les relations entre l'université et l'hôpital. Alors il y a les CHU, mais il n'y a pas que les CHU, il y a tout un système de santé complexe. Comment aborde-t-on cette place de l'université médicale de santé et le lien avec l'hôpital? Rappelez-nous un peu les enjeux. Les enjeux, tout d'abord, ce sont des enjeux de formation et de recherche, principalement dans les CHU, et qui sont, mais pas exclusivement, puisque l'université est aussi responsable de la répartition des étudiants dans les centres hospitaliers, puis aussi de plus en plus aussi je dirais l'extension de la faculté de médecine dans les territoires. Le lien est très fort puisque dans les CHU, il est essentiellement via ce qu'on appelle les hospitalo universitaires, qui sont à la fois des hospitaliers et des universitaires, qui sont responsables du soin, de l'enseignement et de la recherche. Et nous, notre mission, c'est de promouvoir la qualité de la recherche, de l'enseignement, mais aussi au bénéfice du soin et aussi au bénéfice de la qualité de la médecine. Ce qui veut dire un système de santé complet, complexe. Il y a une médecine de ville, il y a des établissements privés, à but non lucratif. Et dans le fond, l'université forme l'ensemble des médecins. Tout à fait. Tous les médecins formés qui travaillent en France sont passés par la faculté de médecine. Et donc la faculté de médecine est la responsable de la formation des médecins spécialistes, des médecins généralistes qui travaillent en ville, qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent en clinique et qui travaillent en CHU. Et donc c'est nous qui en effet formons l'ensemble des médecins. Et alors ça puisqu'on fait aussi de l'actualité, c'est toujours une question assez sensible celle-ci. C'est-à-dire de savoir effectivement comment l'organisation de notre système de santé se fait. Il y a l'hôpital, il y a les CHU, mais il y a également des centres de lutte contre le cancer, il y a des cliniques, de grosses cliniques, des plus petits établissements, puis il y a une médecine de ville. Puis il n'y a pas que finalement des médecins, il y a également des soignants, il y a une interprofessionnalité. En fait, quand on regarde, on voit un chantier considérable d'évolution et de réforme. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Je crois que d'autre part, la crise Covid a amplifié, je veux dire, la problématique de la santé en France et de la répartition aussi des médecins sur les territoires, de l'accès aux soins, de l'accès à la qualité des soins, parce qu'il y a aussi une gradation dans les soins. Il faut aussi des soins de proximité, des soins experts. Et donc, il faut arriver à mailler le territoire pour qu'il y ait une égalité, une équité d'accès aux soins, quel que soit le niveau. Et tous les acteurs, privés, institutionnels, universitaires, doivent arriver à travailler ensemble pour mailler le territoire. Alors ça, c'est les grandes idées, c'est des vœux, peut-être pas pieux, mais enfin des vœux. Et est-ce qu'on y arrive dans la réalité? Parce que souvent, on voit quand même un système qui tire un peu à U et à Dia. Oui. Non, la réalité est qu'actuellement, le système ne marche pas bien. Donc il faut être franc. On a des zones qui sont des déserts médicaux, ce qu'on appelle, des zones aussi où on voit bien aussi que l'accès aux soins et à l'expertise n'est pas, je dirais, totalement équitable en France. Et donc on doit en effet revoir l'ensemble du système de santé, pas seulement sur les médecins, mais aussi sur les formations paramédicales qui doivent jouer un rôle de plus en plus important dans la prise en charge des patients et dans la prise en charge de la santé en France. Mais alors, vous savez bien que l'on dit aussi que les médecins, d'une part, ne sont interprofessionnels que dans le discours et pas assez ouverts. Nous disent parfois les soignants, mais pas que les soignants. Il y a de nouveaux métiers, des multitudes de nouveaux métiers. Est-ce que ça c'est vrai et si c'est vrai, comment ça se corrige? Et pour se corriger, c'est souvent au jeune âge, à l'université qu'on apprend cela, non? Alors c'est hétérogène. Tout d'abord, il y a des médecins qui sont très ouverts à l'interprofessionnalisation. Et puis, il y a aussi une réflexion qu'on doit avoir aussi sur le modèle économique. Parce que des médecins souhaitent, je dirais, tout garder, entre guillemets, parce que le modèle économique ne leur permet pas
de déléguer. Mais il faut justement qu'on arrive absolument à déléguer, à répartir les forces de travail sur et les fois des médecins, des non-médecins. Et je pense que c'est l'enjeu actuel que l'on doit porter dans les années maintenant et dans le futur. Et l'université, au niveau de vos universités, c'est une vraie réflexion. On voit quand même deux choses. On voit donc l'ampleur de ce chantier, comment on l'aborde, comment les enseignants, alors les doyens d'une part, mais également les enseignants abordent cette question, cette multitude de problèmes qui se posent. Et puis probablement comment cela se met-il en place en fait sur le terrain. Tout d'abord, ce qui se met en place, c'est ce qu'on appelle l'universitarisation des professions de santé. Donc on voit maintenant des professions de santé paramédicales, soit infirmiers, kinés, manipulateurs radio, podologues, qui sont enseignés à la faculté, donc avec maintenant des diplômes universitaires. Et donc ça, c'est un grand changement. Par contre, ce qu'il faut arriver à développer, c'est premièrement accélérer ce processus. Deuxièmement, l'intégrer de plus en plus dans les facultés de médecine et dans les universités. Et troisièmement aussi, corréler les personnes que l'on forme avec la vie hospitalière et médicale. C'est-à-dire, en gros, il faut que les diplômes que l'on crée soient valorisés du côté hospitalier ou du côté, je dirais, soins. Et c'est ça actuellement qui manque. Par exemple, donnez-nous quelques exemples. Par exemple, on a développé timidement les infirmiers en pratique avancée, qui a un début d'évolution des carrières infirmiers, mais c'est un début très timide par rapport à ce qui est fait depuis des dizaines d'années dans les pays européens qui nous entourent, donc on a pris un retard monumental. Mais ce que l'on voit par contre, c'est que ces IPA ont du mal encore à s'intégrer dans le process de l'organisation des soins et ne sont pas assez valorisés. Et on doit valoriser les carrières. Les personnes qui font des diplômes doivent être aussi valorisées. Et pourquoi serait-on timide ? Quelle est la raison ? C'est trop de lourdeur dans notre pays, pas assez d'engagement, des problèmes financiers. C'est quoi selon vous ? Je pense que sur la partie paramédicale, on a pris un retard monumental. Alors, beaucoup de choses se sont faites spontanément. Les services ont créé des infirmiers en transplantation, des infirmiers spécialisés en oncologie, des infirmiers spécialisés en hépatite, dans des tas de disciplines. Mais on ne les a pas valorisés, on ne les a pas payés, on ne les a pas reconnus. Et donc, il faut, les reconnaître, ces métiers. Et ces métiers sont indispensables parce qu'il faut aussi qu'on fasse évoluer nos pratiques. Le médecin ne peut pas tout faire. On ne peut pas former des médecins. Il y a des tas d'actes médicaux qui peuvent être pris par des paramédicaux. Et en plus, ça permettra aux médecins de se concentrer sur le cœur de son métier. Et surtout, la prise en charge globale du patient, elle sera meilleure. Oui, alors si vous êtes convaincu, pourquoi les choses ne se font-elles pas ? Est-ce que le Conseil de l'ordre des médecins est convaincu ? Est-ce que les médecins eux-mêmes sont convaincus ? Ou le seront-ils d'ailleurs ? On voit bien, la transformation est considérable, mais enfin, il faut faire preuve de pédagogie. Oui. Il y a des médecins qui sont convaincus, mais ce n'est pas la majorité encore. Et donc, il faut apprendre à changer ses pratiques, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à accepter qu'un infirmier ou une infirmière fasse une consultation. Il y a des tas de pathologies chroniques qui peuvent être suivies par des paramédicaux, le diabète, l'hypertension. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi que le modèle économique permette aux médecins quand ils délèguent de ne pas être défavorisés financièrement. Ils ont besoin aussi de vivre et de leur métier. Et donc il faut qu'il y ait une réflexion, ce que je disais, sur le modèle économique de la santé. Alors on voit une médecine également de plus en plus spécialisée. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être me le dire, mais il y a de plus en plus de spécialités, de surspécialités, de sous-spécialités, enfin, et notamment d'ailleurs versus médecine générale qui elle-même d'ailleurs se spécialise avec des années supplémentaires. C'est un monde très complexe. N'est-il pas trop complexe ? Alors, il est clair que la médecine, c'est un champ immense. Donc, la masse de connaissances qui arrive régulièrement,
elle a augmenté de façon exponentielle et multipliée par 10 par rapport à il y a une trentaine d'années. Donc c'est normal qu'il y ait une spécialisation. Ceci dit, on doit garder quand même un esprit de capacité à analyser de façon générale. Ce qu'il y a, pour qu'une bonne médecine, il faut être capable à la fois de faire une médecine généraliste, même dans sa spécialité, mais aussi reconnaître quand on a des limites, parce que quand la pathologie devient complexe, à faire à ce que ce soit une prise en charge par un vrai expert. Et ça, on doit aussi apprendre à ça, c'est-à-dire une gradation de son expertise. Alors, je voudrais quelques mots également sur la recherche, qui est souvent que vous évoquez. Alors, la recherche clinique, la recherche fondamentale, l'hôpital et souvent, notamment les CHU, mais pas que, de grosses cliniques, de gros centres de lutte contre le cancer, etc., sont des terrains de recherche fondamentale et clinique. On a vu quand même que la crise nous a montré que l'on n'était pas nécessairement si brillant dans certains domaines. Quel est votre sentiment ? Premièrement, je pense que la recherche en biologie santé a été malmenée ces 10-15 dernières années, avec des diminutions de budget, des diminutions de moyens, et puis aussi pour les hospitalo-universitaires, je dirais que beaucoup ont été accaparés par la partie hospitalière et la partie management. Alors, donc il faut qu'on ait une double réflexion. Premièrement, il faut réinvestir dans la recherche en biologie santé. C'est aussi l'un des objectifs de la loi LPR. Il faut investir. Il faut redonner des moyens, il faut redonner aussi de l'attractivité aux carrières de chercheurs, il faut aussi protéger le temps de recherche et enseignement des hospitalo-universitaires. Et si on ne fait pas ça, on a une dégradation de l'ensemble de la médecine. Et donc cet aspect, moi en tant que président de la conférence des doyens, est essentiel. C'est-à-dire on doit à la fois développer une recherche clinique, une recherche physiopathologique, une recherche translationnelle, une recherche fondamentale. Je donne un exemple, vous ne pouvez pas développer un vaccin ARN sans avoir une recherche sur l'ARN. Vous ne pouvez pas développer un traitement contre le Covid si vous ne comprenez pas comment le virus fonctionne. Est-ce que notre organisation traditionnelle, qui a donné des succès, en tout cas, disons, la marque de la recherche française, et qui peut-être arrive à la fin d'un cycle, alors je pense notamment avec ce qu'on appelle, enfin ici, les gens qui nous écoutent le savent, les EPST, les établissements publics de recherche, enfin l'INSERM, le CNRS, plus l'université, plus les CHU. Est-ce que ces modèles sont des modèles d'avenir ? Je pense que la place de l'université est en train de grandir. Ça, c'est, je pense que l'évolution naturelle et donc l'évolution qui doit être... Un peu sur des modèles américains d'ailleurs. Oui, qui doit être soutenue. Donc de booster la place de l'université. Maintenant, il y a différents acteurs et il faut surtout que les acteurs apprennent à travailler ensemble et développent le partenariat qui est déjà existant dans les ITMX de recherche, mais il faut que ça se développe. Et dans tous les cas, il me paraît essentiel il y a une réflexion. Le Ségur, par exemple, la partie universitaire, recherche, a été l'oublié du Ségur. Et donc, clairement, on doit avoir profiter, je l'espère, de ce nouveau gouvernement qui va arriver pour remettre à plat à la fois le problème de l'organisation de la santé en France et aussi la recherche, l'enseignement, la carrière des hospitalo universitaires, l'attractivité des carrières et le développement de la recherche en biologie santé. Vous allez prendre des initiatives sur ce secteur avec la recherche en particulier ? En tout cas, on va prendre des initiatives en effet en organisation des conférences sur la recherche européenne, comme on l'a fait avec l'Europe, et aussi en partenariat actif avec les nouveaux représentants au niveau des ministères. Alors, je sais que très récemment, vous avez également évoqué ces sujets, qui sont souvent des sujets d'actualité, mais notre monde de santé a été soumis à de très importantes réformes, à la fois de l'entrée dans la santé, à l'université, pendant, avec notamment les jeunes qui vont devenir internes, les internes, la spécialisation, le 3e cycle, etc. Un chantier totalement considérable. Et on sent bien, alors notamment, puisqu'ici on est à l'hôpital, on voit bien quand même des questions qui se posent avec le rôle des internes dans le fonctionnement de l'hôpital. Donnez-nous deux ou trois points de réflexion que vous avez. Premièrement, le temps de formation des internes s'est allongé. Donc il faut qu'on soit vigilant sur ça parce qu'il ne faut pas non plus que ça s'allonge trop. D'autre part, comme vous le savez, les réformes ont séparé les temps de formation des internes ou DES en 3 phases. Phase socle, qui est la première année, une phase d'approfondissement,
puis où on passe sa thèse de médecine, à une phase de consolidation qu'on appelle le docteur junior. L'idée, c'est les internes sont encore des étudiants, mais sont déjà des médecins. Donc j'appellerais plutôt ça des médecins en formation. Et donc il faut arriver de plus en plus à grader au cours de la formation des internes le passage en responsabilité. Alors on voit, et ce sera peut-être une des dernières questions, si vous le voulez bien, on voit également des malaises, des comportements en réalité difficiles, c'est-à-dire enfin une vie difficile, notamment des jeunes à l'hôpital, mais également à l'université et à l'hôpital. Alors ce qu'on appelle les risques psychosociaux et autres. Vous prenez des initiatives ? Alors, premièrement, ça nous concerne beaucoup. Il est clair qu'on voit qu'il y a tant dans le deuxième cycle que dans le troisième cycle, il y a une souffrance dans les études et une souffrance au travail. Et donc on doit redonner premièrement aux étudiants un sens, je dirais, des études et de la qualité de vie pendant les études. Et pour les internes, en troisième cycle, redonner un souffle et un sens aussi à la médecine, un sens au travail, un sens je dirais, au projet professionnel. Et donc on doit clairement accompagner en revoyant les programmes. On doit être vigilant pour les deuxièmes cycles sur la qualité des stages, sur la qualité de la formation pendant les stages, sur le respect de l'étudiant pendant les stages. On doit développer l'écoute et la réactivité. C'est pareil pour les étudiants troisième cycle, les internes. On doit être à l'écoute et en réactivité, faire attention au temps de travail. Et on a prévu en effet de poursuivre les travaux qui ont été faits par la conférence des doyens l'année dernière. Et donc on a prévu d'ailleurs une journée sur les RPS le 10 juin pour justement montrer que c'est en première ligne de nos préoccupations. Comment vous regardez ces attitudes de retrait de jeunes médecins ou de jeunes infirmiers qui ont été reçus à leur concours, à leurs examens, et puis qui finalement quittent la profession, ne sont pas satisfaits? C'est curieux comme histoire. C'est curieux et c'est pour ça qu'il faut absolument se poser, parce qu'on doit redonner du sens au travail de médecin, au travail de la santé. Je crois que les gens sont en effet... les jeunes notamment sont frappés par la masse de travail qu'on leur demande, l'exigence du métier, et on doit donc redonner clairement un sens et aux études de médecine, réattirer les jeunes et qu'ils aient envie d'être médecins ou infirmiers. Et deuxièmement, quand ils le sont, il faut en effet qu'ils gardent le plaisir de travailler, qu'ils aient le plaisir d'aller au travail, et ça c'est un travail majeur. Voilà, ma dernière question à plusieurs étages. Forme-t-on assez de médecins? A-t-on assez d'hôpitaux? A-t-on assez de CHU? On est en train d'en créer. A-t-on assez de soignants? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les gens sont parfois même étonnés, désespérés d'une situation dans laquelle l'hôpital se retrouve et le système de santé, des déserts médicaux, pas assez de médecins. Alors premièrement, forme-t-on assez de médecins? On en forme beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, puisqu'on est passé de 3500 étudiants à 10 500, donc c'est une augmentation considérable. Alors je pense que maintenant on arrive à un chiffre qui est tout à fait correct. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit premièrement il faut savoir que ça va prendre du temps pour former des médecins, entre le moment où ils rentrent en médecine et le moment où ils sont médecins. Deuxièmement, on doit réfléchir à une formation pas seulement des médecins, mais aussi des paramédicaux. C'est pas seulement la prise en charge des patients ne peut pas reposer que sur les médecins. Et en plus, on doit en effet réfléchir à la répartition des médecins sur le territoire, que ce soit en CHU, que ce soit en centre hospitalier, que ce soit en médecine libérale, et une répartition aussi entre les médecins généralistes et médecins spécialistes. Et il y a tout ce travail à faire, mais on ne peut pas clairement rester en l'état. Et a-t-on assez d'établissements privés, publics, CHU? Il y a l'affaire d'Orléans, là, dont on parle beaucoup. À Orléans, l'établissement, il est là. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement précédent, donc de M. Castex, a souhaité transformer le centre hospitalier régional en centre hospitalier universitaire, ce qui aura représenté un gros travail. L'idée, c'est aussi d'arriver non seulement à former les étudiants, mais à les fidéliser sur le territoire dans lequel ils sont formés, et qui restent, et que tous les médecins qui soient formés aient envie aussi d'aller sur les territoires. Mais ça, il y a un travail qui doit être fait par nous, mais aussi un travail qui doit être fait au niveau des territoires. Les médecins ou les infirmiers, quand ils s'installent sur un territoire, il faut que le territoire soit attractif. Merci Didier Samuel d'être venu nous voir sur le plateau. Merci à vous.